Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Séverine Philibert, je suis une des cardiologues de l'HEGP et je vais vous montrer quelques exemples de tracés de moniteurs cardiaques implantables dans le cas de syncope inexpliquée ou d'AVC cryptogénique. Une des indications les plus importantes dans le cas de l'AVC cryptogénique, c'est la fibrillation atriale, donc je vous ai mis un exemple ici, avec d'abord un tachogramme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tachogramme? Vous avez sur cette image donc deux axes. L'axe des abscisses en bas, donc c'est l'intervalle de temps où on part à droite du temps 0 et on remonte 2 minutes avant, donc 120 secondes. Et en ordonnée, vous avez une échelle de fréquence. C'est la fréquence du patient en battements par minute. Et là, on voit qu'en termes de fréquence, on a un nuage de points éparses avec des fréquences très variables sur donc là l'intervalle de 2 minutes qui nous montre que nous oriente déjà vers le diagnostic. Et en bas, on a des indications un peu plus précises, donc la date de l'événement, la durée. Donc là, ça a duré 2h46 minutes et on a la fréquence médiane et fréquence maximale, donc 171 battements par minute. Si on regarde le détail de l'épisode, on voit que sur le GM, on a effectivement une tachycardie irrégulière à QRS fin avec une absence d'onde P sur les isoélectriques qui nous confirme le diagnostic de fibrillation atriale. Un autre exemple maintenant de dysfonction sinusale, il s'agissait cette fois d'un jeune patient qui faisait des malaises à répétition, chez qui on a pu faire rapidement le diagnostic grâce au moniteur cardiaque implantable. Donc là, vous voyez sur le tachogramme donc un patient qui avait une fréquence assez stable, puis une tachycardie sinusale, puis une fréquence qui chute avec une pause et à nouveau une accélération. Le moniteur cardiaque implantable nous indique donc une pause qui avait duré jusqu'à 10 secondes. Donc, si on regarde le détail de l'événement, effectivement, on se rend compte qu'on a initialement un rythme sinusal plutôt tachycarde qui fait suite à des bradycardies sinusales, puis une pause donc de 10 secondes, échappement jonctionnel et à nouveau une reprise d'un rythme sinusal avec à nouveau une accélération, l'ensemble faisant très fonctionnel et allant dans le sens d'un mécanisme vasovagal effectivement. Un nouvel exemple cette fois d'un patient qu'on avait implanté pour des palpitations et l'hypothymie. C'était un jeune patient chez qui on a pu réaliser par la suite une exploration électrophysiologique sur les bases de ces tracés. Et on voit ici qu'il présentait des tachycardies assez rapides à 188 battements par minute, fréquence assez élevée. Et sur le détail du tracé de l'EGM, on voit qu'on a un rythme sinusal qui fait suite à le démarrage d'une tachycardie à QRS fin régulière. On peut même, si on zoome, voir des ondes P rétrogrades dans l'onde T, et donc qui nous orientent vers déjà soit une réentrée intranodale, soit une voie accessoire cachée dans la grande majorité des cas. Et effectivement, il s'agissait ici d'une voie accessoire cachée avec une conduction rétrograde. Alors cette fois, c'était un patient qu'on avait implanté pour des palpitations et des malaises à répétition. Il s'agissait d'un patient un peu plus âgé qui n'avait pas de cardiopathie sous-jacente. Sur le tachogramme, on voit qu'il y a une fréquence relativement stable, aux alentours de 70 par minute, puis un démarrage brutal, avec une tachycardie aux alentours de 160 par minute, qui a duré 7 secondes, puis arrêt brutal. Si on va regarder le détail de l'épisode, le GM, on voit au début un rythme sinusal, avec des QRS fins, puis le démarrage d'une tachycardie qui est relativement irrégulière, avec des QRS larges, puis l'arrêt de la tachycardie, on a un QRS spontané, et la tachycardie reprend, et avec les QRS de même morphologie, puis s'arrête à nouveau. Donc là c'est difficile de dire si on a vraiment une dissociation atrioventriculaire, mais on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une tachycardie ventriculaire non soutenue, qui s'arrête, qui reprend, et qui peut être pourvoyeuse de malaise. Un exemple de surdétection qu'on peut voir assez fréquemment,
selon les mobilisations du patient. Sur le GM, on voit qu'on a initialement un tracé assez propre, on voit même les ondes P, des QRS fins, puis on a du bruit avec des artefacts avec des fréquences très 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 élevées. On devine les QRS spontanés sous-jacents, et ça c'est vraiment facile à diagnostiquer parce que ça ressemble à rien. Un exemple cette fois de sous-détection. Donc sur le tachogramme, on a l'impression d'avoir affaire à une pause. Donc là, il nous indique une pause de 3 secondes. Sur le tracé, on voit qu'on n'a pas une pause, mais une diminution de l'amplitude des QRS qui peut être vue lorsque le patient change de position également. On peut essayer d'améliorer les réglages du Holter en modifiant la sensibilité, ce qui permet d'améliorer parfois la détection, mais ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, c'est des paramètres qui peuvent être optimisés au moment de l'implantation essentiellement. Et les réglages sauvent pas toujours la situation. Mais bon, si on regarde le détail, on voit que c'est une sous-détection. Donc voilà, je vous ai mis quelques petits exemples de tracés qu'on rencontre assez fréquemment et qui peuvent nous aider soit dans la confirmation du diagnostic, soit nous inciter à aller plus loin dans une exploration électrophysiologique. Je vous remercie.